C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la candidature de Yoweri Museveni en Ouganda. Ce n'est pas une surprise, mais c'est désormais officiel. Le président ougandais au pouvoir depuis 1986 briguera un nouveau mandat en 2026. L'opposition dénonce cette candidature malgré la répression. La correspondance régionale dans ce journal. Air Sénégal qui traverse des turbulences. La compagnie aérienne a dû rendre 4 de ses appareils au bailleur américain Carlyle Aviation. Un retour pour non-paiement de loyer pour des Airbus A321. La compagnie aérienne est en plein marasme économique. Nous serons à Dakar dans ce journal. Et puis la situation des migrants subsahariens en Tunisie. Ils sont littéralement pourchassés par des membres des forces de l'ordre. Les violations des droits de l'homme sont flagrantes. L'Union européenne n'ignore pas ce qui se passe. Ce soir, nous vous parlerons d'un documentaire réalisé en Tunisie. L'un des réalisateurs, David Mattei, est avec nous sur ce plateau. Interview à suivre. Sans surprise, le président ougandais briguera un nouveau mandat en janvier 2026. Yoweri Museveni est au pouvoir depuis 1986. L'annonce de sa candidature intervient dans un contexte de répression. L'opposant Kissan Benzinye est toujours en prison. La correspondance régionale de Juliette Montilly. Cela fait 4 décennies qu'il est à la tête de l'Ouganda et il souhaite y rester. Yoweri Museveni, 80 ans, sera candidat à sa propre réélection en janvier 2026. L'annonce a été faite par son parti, le Mouvement de résistance nationale. Cette candidature, désormais officielle, ne faisait pas beaucoup de doutes. Ancien commandant de guérilla, Museveni est arrivé au pouvoir en 1986. Il dirige depuis le pays d'une main de fer et est régulièrement critiqué par les organisations de défense des droits humains. La répression politique grandissante à l'approche du scrutin suscite encore davantage d'inquiétudes. Les dernières élections en 2021 avaient déjà été marquées par des intimidations, des arrestations et de la violence. Aujourd'hui, les détracteurs du président craignent que l'histoire ne se répète. En effet, la course à la présidence est d'ores et déjà entachée par l'emprisonnement de l'opposant Kizza Besigye. Un autre visage de l'opposition, l'ancien chanteur Bobi Wine, a quant à lui déclaré le mois dernier qu'il serait également candidat. On en vient à la situation délicate de Air Sénégal. La compagnie aérienne a dû rendre 4 de ses appareils au bailleur américain Carlyle Aviation. Un retour en raison du non-paiement de loyer pour des Airbus A321. La compagnie sénégalaise est également dans le collimateur de l'Association du transport aérien international. Les explications à Dakar, Deli Mandao. Les déboires d'Air Sénégal avec ses bailleurs durent maintenant depuis plusieurs mois. La compagnie sénégalaise a dû restituer 4 de ses appareils loués à l'opérateur américain Carlyle Aviation. L'Association internationale du transport aérien, l'IATA, a en plus saisi près de 2 milliards de francs CFA à la compagnie. Dans un communiqué paru il y a quelques jours, l'IATA a affirmé que cette somme sera restituée si ce différend est réglé. Air Sénégal a répondu ce mardi à travers une communication en déplorant, je cite, une rétention illégale de cette somme par l'IATA. Nous avons tenté d'en savoir un peu plus auprès des équipes d'Air Sénégal, mais nos tentatives ont été vaines. Les équipes d'Air Sénégal difficiles à joindre. La compagnie sénégalaise a affirmé ce week-end l'obtention de 2 Airbus A320 qui devraient permettre de faire face à certaines difficultés d'ordre opérationnel. Air Sénégal qui traverse plusieurs mois de turbulences. La dette de la compagnie, selon plusieurs sources, est estimée à entre 100 et 150 milliards de francs CFA. Air Sénégal qui a dû se restructurer ces derniers mois avec la suppression de certaines lignes, notamment vers l'Afrique centrale et l'Amérique du Nord. Succès Masra a entamé une grève de la faim privée de liberté depuis 40 jours. L'ancien Premier ministre tchadien et ancien leader de l'opposition était arrêté pour des suspicions d'incitation à la violence. Les autorités tchadiennes ont décidé d'une procédure judiciaire à huis clos. Au Burkina Faso, ça fait 1 an que notre confrère Serge Oulon a été enlevé, directeur de publication de L'Événement, un journal d'investigation de référence dans le pays. Il a été enlevé par des hommes armés le 24 juin 2024.
Depuis, nous n'avons aucune nouvelle de lui. Son journal a tenu à lui rendre hommage en publiant un communiqué. Et puis en Algérie, le parquet a requis 10 ans de réclusion à l'encontre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal lors d'une audience devant la cour d'appel d'Alger. Boualem Sansal a été condamné le 27 mars à 5 ans de prison en première instance pour atteinte à l'intégrité du territoire, notamment pour des déclarations en octobre à un média français d'extrême droite. Au Ghana, une récente ruée vers l'or provoquée par la hausse des prix a conduit les industries minières à se tourner vers des solutions de high-tech pour lutter contre l'exploitation illégale. Cette pratique est responsable de la perte de milliards en impôts, mais aussi de la pollution au mercure. Emily Boyle. Lancé au-dessus du site de Tarkwa au Ghana, ce petit drone s'envole pour sa première mission, protéger la plus grande mine d'or de l'Afrique. Quelques minutes de vol plus tard, il repère des mineurs illégaux. Les drones comme celui-ci sont spécialement conçus pour lutter contre les orpailleurs clandestins. Le drone est un moyen plus rapide. Il suffit de quelques minutes pour faire voler un drone au-dessus de l'ensemble de la concession. Mais si vous vouliez vous déplacer physiquement, cela impliquerait l'utilisation de carburant et de ressources humaines pour faire le tour de la mine. Les drones et la technologie ont donc été très utiles pour lutter contre la criminalité dans la mine. Ce jeu du chat et de la souris entre les orpailleurs illégaux et les services de sécurité est de plus en plus fréquent au Ghana, en raison des prix records de l'or et d'un taux de chômage élevé. Mais grâce à cette dernière innovation, les équipes de surveillance peuvent se rendre sur place rapidement. Cette fois-ci, le lieu est déserté à l'arrivée de la police. Il ne reste plus qu'à confisquer le matériel restant. La mine de Tarkwa dépense plus d'1 demi-million de dollars par an en matériel de surveillance, mais cela n'empêche pas de fréquentes incursions. Lorsqu'il n'y avait pas de drone d'observation ou d'IA, on se contentait du bouche à oreille. Les gens vous disaient « Oh, il y a de l'exploitation minière illégale ici ». Et quand la police arrivait sur place, il n'y avait plus personne. Grâce à ce système, nous sommes en mesure d'obtenir des précisions, comme l'emplacement et la localisation exacte de toutes ces activités illégales. Selon les autorités, 3 à 5 millions de personnes dépendent de l'exploitation minière illégale. Aujourd'hui, cette pratique représente environ 30% de la production totale d'or de la région. On estime à 2 milliards de dollars les pertes annuelles en taxes, l'or quittant le pays clandestinement. Avec l'augmentation du prix de l'or, les affrontements deviennent de plus en plus violents. Près de 20 mineurs illégaux ont été tués dans la région depuis fin 2024. Ce soir, on vous parle de la situation des migrants subsahariens en Tunisie. Un documentaire tourné dans le pays et diffusé par nos confrères d'Arte. On y voit des violations flagrantes des droits humains par certains gardes-côtes et gendarmes tunisiens. L'Union européenne n'ignore pas la situation de ces personnes qui meurent en mer et dans le désert. Pour en parler ce soir, nous sommes avec David Mattei, co-réalisateur de ce reportage en Tunisie. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Le tournage de ce reportage a été compliqué. Vous avez dû vous faire passer pour des touristes pour pouvoir filmer et parfois en caméra cachée. Tout à fait, parce que la situation de la Tunisie est de plus en plus autoritaire. En Tunisie, on est de plus en plus ennemis de droits d'expression de la presse. Et du coup, c'est presque impossible de travailler comme journaliste d'une façon libre. C'est-à-dire vraiment suivre des sujets, pouvoir enquêter. Du coup, on s'est fait passer par des touristes. On s'est déguisé déjà. Et après, quand on arrivait dans les points un peu plus sensibles, dans les zones interdites, là, on se faisait encore plus discret. Parfois, on s'est camouflé un peu à la limite. Et par exemple, pour rentrer dans les campements migrants, on avait mis en place une espèce de tactique commando, si j'ose dire. On arrivait, mon confrère me laissait sur le bas de côté. Moi, je partais en courant entre les oliveraies. Et je rejoignais le campement, essayant de ne pas me faire voir par Ces campements sont surveillés par les forces de l'ordre ? Il y a beaucoup de police qui tournent autour tout le temps, tout à fait évidemment. Il y a des indiques, il y a des passeurs qui parfois parlent avec la police. Donc il faut bien regarder, il faut bien se cacher. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on est rentré dans les campements. C'est comme ça, en cachette, que j'ai pu filmer au port. Là, on voit des migrants
qui sont mis sur des bus pour être envoyés dans le désert. Et ça, c'est des images inédites. Il est très clair dans votre reportage que certains gardes-côtes et gendarmes tunisiens sont complices de ces exactions que subissent les migrants subsahariens. On voit même des vidéos dans ce reportage, des vidéos amateurs tournées par les migrants eux-mêmes sur des embarcations. On voit des gardes-côtes faire couler leur embarcation et les laisser se noyer. Tout à fait, c'était la partie un peu plus difficile à documenter parce que c'est impossible pour nous de nous rendre dans la mer, évidemment. Donc on a utilisé des vidéos filmées par les migrants, filmées jusqu'à il y a un an et demi, parce que de plus en plus, la police, quand ils arrêtent des migrants, enlève le portable tout de suite. Ils font des fouilles très, très poussées. Et donc, grâce à ça, grâce à Marino Dubois, un activiste qui reçoit toutes ces vidéos, et grâce à tous les récits qu'on a aussi recueillis des migrants, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie politique d'agression, une violence faite et parfois des naufrages avec des morts. Et là, je parlais aujourd'hui avec une association tunisienne. Apparemment, il y a des dizaines de morts qui sont arrivés sur les côtes entre Mahdia et Sfax ces jours de juin, mais même pas en information en Tunisie sur cela. Donc l'information a du mal à parvenir également. Il meurt également dans le désert, et ça, on le voit très bien. Dans votre reportage, on va écouter un témoignage d'un enfant qui a perdu sa mère. Écoutez. Ade anosi da ikente, tade PM anosi da ike. The woman that always debite PM. Voilà, on n'a malheureusement pas la traduction. Cet enfant explique en fait que sa mère lui a dit qu'elle était fatiguée d'avancer avec d'autres femmes dans le désert. Il a avancé au fur et à mesure, il ne voyait plus sa mère. Et après, il a appris par ces mêmes femmes que sa mère était décédée. Donc dans le désert, parce que la situation de ces migrants dans le désert est aussi atroce. Il y a des bébés, il y a des femmes enceintes et ils n'ont même pas le droit à une bouteille d'eau. C'est ça, le pauvre Melvin a perdu comme ça sa mère. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. J'ai parlé moi-même, on a parlé avec Julien Goudichaud. On a interviewé des personnes au campement qui revenaient. Je me rappelle un père de famille avec ses 3 enfants. Le plus petit, 3 mois, il était envoyé dans le désert. Donc parfois, on a de la chance, on arrive à s'en sortir. On arrive vers une rue et donc on peut essayer de revenir petit à petit. Mais comme vous disiez, toute aide aux migrants est interdite. Donc si là-bas, quelqu'un s'arrête et porte aide avec une simple bouteille d'eau, il peut être interpellé par le... Alors les Tunisiens risquent de la prison pour simplement donner une bouteille d'eau à ces personnes qui sont dans le désert. On a entendu des histoires ahorissantes, des gens qui laissaient même le robinet du jardin ouvert parce qu'il y avait des migrants qui passaient par là. Les policiers tunisiens sont venus, ils ont dit, si vous laissez le robinet ouvert de l'eau dans votre jardin, on va venir, on va vous arrêter, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment une poursuite de tout ce qui a à faire avec les migrants. Tout l'aide, tous les ONG, toutes les personnes qui portent assistance aux migrants sont vraiment persécutées. Alors, un point très important, vous avez pu contacter et rentrer en contact avec l'Union européenne parce que ce qui se passe aussi, c'est parce que l'Union européenne encourage la Tunisie à faire barrière à ces migrants subsahariens pour ne pas arriver en Europe. Et les réponses ont été assez incroyables, je dirais, puisque la réponse qui vous a été donnée, c'est que si ça avait été les Russes ou les Chinois qui avaient été là, ça aurait été pire. Ils n'ignorent pas en fait ce qui se passe sur le terrain, mais que les résultats sont bons. Au final, qu'il y a beaucoup moins de migrants qui passent par la Tunisie qui arrivent en Europe. Si vous voulez, dans l'interview, il m'a même surpris la commissaire Suiza parce qu'il m'a dit « Oui, je suis à connaissance de tout ça. Il y a des morts en mer, il y a des morts dans le désert. » C'est-à-dire des personnes tuées en partie aussi par ces déportations forcées, cette interpellation si violente. Et donc ça m'a surpris. Par contre, j'ai trouvé très, très sincère, si vous voulez, la commissaire européenne. Je crois qu'elle pense en termes d'arriver à Lampedusa, arriver en Italie, arriver donc en Europe. Et donc elle dit, s'il y avait des Russes, peut-être ils pourraient utiliser les migrants pour nous envoyer des migrants. Comme ça, on a un régime autoritaire, les migrants n'arrivent plus. Mais ça veut dire qu'elle pense, et la Commission, donc je crois aussi, juste en termes d'arriver en Italie. Les droits de l'homme, ils ne sont pas pris en compte. Parce que si on voit les violations
énorme de droits plus basiques, alors c'est difficile de dire ça pourrait être pire, la vérité. Le message est passé. Merci beaucoup David Mattei, co-réalisateur de ce reportage diffusé chez nos confrères d'Arte et toujours visible sur la plateforme d'Arte. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.